Bonjour à vous. Une fois encore, partager avec vous un commentaire mis sur une toute dernière vidéo sur YouTube que j'avais envie de partager avec vous. Ce commentaire qui est très pertinent. Donc je remercie, je n'ai pas le prénom, Le Toucher Guérisseur. Le Toucher Guérisseur. À propos de la dernière vidéo que j'ai mis en ligne sur peut-on avoir trop de prana, et dans laquelle je dis que les pratiques c'est bien, mais la pratique pour la pratique ce n'est pas le but non plus, ça n'a pas de sens si ça se limite à la pratique qui devient une technique et qui fait que on reste dans un formatage et dans une attente de résultats déterminés, favorisés par ces pratiques. Et ce à quoi donc j'ai Le Toucher Guérisseur qui me met ce commentaire. Je lui ai dit que je lui répondrai par cette vidéo que je fais maintenant, qui peut vous intéresser. Bonsoir Gabriel, encore une excellente vidéo. Je partage ton avis sur le fait de lever le pied sur les techniques permettant l'accès à des choses qui sont présentes en nous. Pourtant, dans ton livre, tu préconises certaines pratiques comme la méditation sur les chakras, celle qui consiste à visualiser une couleur par centre. Je n'ai pas encore ton CD, mais je crois que certains morceaux agissent sur le centre Ajna, par exemple. Ne crains-tu pas que ces exercices, justement, aillent dans le sens contraire à ce que tu dis dans ta vidéo? Je n'ai pas lu d'avis sur ton livre, à part le mien évidemment, mais par exemple sur celui d'Henri Montfort, les gens sont déçus de ne pas y trouver plus de méthodes sur le processus pranique. On voit bien, et c'est normal, que l'on est encore conditionné par la nécessité d'avoir des outils, un programme qui, à mon avis, empêche la conscience de l'instant présent. Bonne soirée et bonne fin de stage en Corse. Il y a plusieurs choses à dire par rapport à tout ça. Donc, lever le pied sur les techniques. Déjà distinguer technique, pratique, méthode, exercice, protocole. C'est pas tout à fait la même chose à chaque fois. En tout cas, si la nourriture pranique, c'est être davantage en mode cerveau droit qu'en mode cerveau gauche, eh bien il y a un vocabulaire qui est spécifique, sans être maniaque du mot. Mais je disais ce matin à mon groupe de stagiaires, de participants à ce stage en Corse, que un positionnement, une disposition, une orientation, un choix, une action va être illustré aussi par une façon de penser, une façon de ressentir, une façon de parler, de s'exprimer. Et bien sûr des actes en conséquence, des attitudes, des comportements. Eh bien, si vous voulez être davantage en mode cerveau droit, parce que nous savons que la nourriture en conscience est le propre du cerveau droit, si vous continuez d'utiliser des termes et un vocabulaire et un langage et une attitude propre au cerveau gauche, bien évidemment, l'alignement est moins probable et moins facile. Tout simplement, vous avez certainement visionné cette récente vidéo aussi sur les erreurs fréquemment rencontrées en processus pranique. Si vous êtes en processus de nourriture conscience et que vous vous positionnez en disant que vous êtes en mode jeûne pendant cette transition, ça ne peut pas aller. C'est évident parce que l'esprit va comprendre l'inverse de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire être en autonomie alimentaire et être en nourriture conscience. La nourriture conscience, par définition, c'est de la nourriture, donc c'est pas du jeûne. Le jeûne, c'est une absence de nourriture. Et donc, quand on est en processus de nourriture conscience, on va davantage utiliser les termes de pratique que de technique. Parce que la technique, elle appartient au cerveau gauche, c'est un processus mental, alors que la pratique, elle est plus créative, elle est plus spontanée, elle est plus intuitive, puisque les pratiques, elles sont issues davantage de ces 3 I qui opèrent au moment de formaliser une pratique, basée sur le lâcher prise, sur l'accueil, l'écoute, le ressentir. Ces 3 I étant imagination, inspiration
intuition. On peut mettre l'inspiration au sens propre et sens figuré. L'inspiration au sens propre, eh bien, ça va être la respiration. Respiration, j'inspire, j'expire, ce qui me fait lâcher mon mental et descendre à l'intérieur ou descendre plus bas, symboliquement parlant. Et le I de inspiration qui va être aussi l'inspiration créatrice. Je suis inspiré, les choses me viennent naturellement. Et bien, de ces choses qui viennent naturellement, basées sur le lâcher-prise, je vais être en mode pratique, formalisation, élaboration de pratique. La technique, ça n'a rien à voir. C'est pour ça aussi que quand les gens disent « Ah, tu improvises », non, tu composes, tu construis, ou plutôt tu te laisses construire, tu te laisses manifester une pratique, une guidance. Je vous dis un petit peu tout ça pour que peut-être ça vous serve, vous, en processus de nourriture conscience, parce que le propre de la nourriture conscience, c'est aussi l'autonomie. Et être autonome, c'est être aussi acteur. Et donc vous, de votre côté, vous pouvez aussi élaborer, construire des pratiques formalisées ou informelles, pas tellement élaborées que ça, et qui peuvent aussi vous amener sur ce chemin de la nourriture en conscience et sur le chemin de l'alignement, sur cette fameuse verticalité, reliance au champ unifié quantique. Quand des stagiaires me parlent d'exercice, là je grince aussi des dents, puisque exercice c'est plutôt scolaire, donc c'est plutôt mental, et d'où que la réflexion qui se tourne autour de ces fameuses pratiques dont je remets en question la pertinence, c'est que quand il y a trop de pratiques et pratique pour pratique, eh bien évidemment on risque de rester dans l'univers de l'application de quelque chose que l'on a appris, que l'on a lu, que l'on a construit, et on reste là-dedans. Or à un moment donné, il est question de lâcher tout ça et les choses vous viennent. Ça c'est une première précision importante à mettre en avant, et qui fait que plus vous lâchez les attentes de quoi? D'un quelconque résultat, puisque la nourriture en conscience, c'est la nourriture d'abord de la présence, au présent, et quand vous êtes au présent, il n'y a pas de projection à demain ou de regard tourné vers le passé. Le présent, c'est le présent, je me pose, j'accueille, à partir du moment où j'ouvre, il y a des choses qui se manifestent. Et donc, à partir de cela, je me laisse guider. Ces trois pratiques que j'ai mis dans le livre, c'est aussi pour se distinguer, se démarquer de tous les livres qui existent à ma connaissance, tous les livres, tous les écrits qui existent sur la nourriture pranique, je n'en connais pas un seul à ma connaissance, je peux me tromper, donc je vous invite à me corriger, à me faire savoir par un petit commentaire si vous aviez connaissance d'autres éléments qui iraient à l'encontre de ce que je dis, de ce que je mets en avant, mais il n'existe pas un seul livre qui propose du comment faire. Du comment faire, une petite technique, une petite pratique, quelque chose qui soit aidant au-delà d'une littérature qui dit que l'alignement fait que voilà, je fais 21 jours et je suis en nourriture pranique. Vous avez besoin d'un petit peu plus que ça. Parce que l'alignement, c'est quoi concrètement? On parle aussi de la verticalité. On m'a posé pas plus tard que hier la question, qu'est-ce que la verticalité? Pourquoi? Parce que hier soir, mon groupe a suivi, a vécu une pratique de connexion à l'infiniment petit, se connectant à l'infiniment grand, en position physiquement parlant, allongé. Et un stagiaire me dit, mais alors, est-ce qu'il était question de verticalité? Est-ce qu'on était dans la verticalité en étant horizontal avec le corps? Donc, il y a aussi matière à préciser tout ça. Qu'est-ce que l'acceptation? Qu'est-ce que l'accueil? Je crois accepter, je crois accueillir, et parfois je ne suis pas du tout là-dedans. Quand on dit écouter, ressentir, qu'est-ce que ressentir? Qu'est-ce que écouter? Eh bien, pour toutes ces petites choses qui paraissent anodines, faciles, évidentes pour la plupart d'entre vous, eh bien souvent il va falloir une petite pratique, quelque chose qui soit formalisé en vue de se rendre compte. C'est comme la danse, c'est comme les massages, deux univers qui sont aussi les miens. La danse et le massage, la plupart du temps, et qui plus est parce que nous sommes en Occident, nous avons pris l'habitude depuis la maternelle d'apprendre avec la tête et d'appliquer ensuite avec le corps. Ça s'appelle, en pédagogie de l'enseignement, ça s'appelle une
méthode ou un apprentissage déductif. C'est-à-dire qu'à partir de ce que j'ai appris et éventuellement compris, je vais le mettre en application en pratique. Or, le meilleur des apprentissages serait l'apprentissage inductif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je n'attends rien, je lâche, je laisse le présent opérer. À partir du moment où j'accepte, ce qui n'est pas forcément évident, de lâcher toutes mes résistances, tout mon contrôle et de faire que le mental se calme, se pose, eh bien je pose une intention qui est propre au cerveau droit et les choses vont venir spontanément. On ne sait pas d'où ça vient, si ça vient de l'intérieur, de l'extérieur. Ça va s'appeler l'inspiration. Et à partir de l'inspiration, il va y avoir l'imagination. Et d'où de distinguer encore une fois l'imagination de la visualisation. L'imaginaire, l'imagination vient de l'imaginaire, propre au cerveau droit. La visualisation vient de la vue, du visuel, propre au cerveau gauche. Et donc, comme la danse, comme le massage, parce que nous avons l'habitude depuis toujours d'apprendre et seulement après d'appliquer, de réaliser, nous allons formaliser par des techniques, des pratiques, des méthodes, des outils. Et donc mon livre qui est construit avec ces 3 pratiques est le CD de méditation pranique que je propose et qui comporte 8 pratiques avec quasi 2 heures d'écoute en pratique très concrète, c'est du pratico-pratique, eh bien amène la formalisation d'une thématique, d'une idée en vue d'une qualité d'être au présent. C'est du faire avec du laisser-faire qui amène à une qualité d'être. Si vous voulez, pour moi, l'excellence, je ne dis pas la perfection, attention, ce n'est pas la même chose, l'excellence, c'est 3 choses. C'est le savoir-faire, c'est le savoir laisser faire et c'est le savoir-être. Le savoir-faire, c'est la technique, c'est la pratique, c'est la méthode, c'est l'outil. Mais ça reste limité, limitant. Pour moi, le savoir-faire nous amène une compétence, mais pas une excellence. L'excellence a besoin d'une qualité qui se rajoute, c'est non pas une qualité technique, pratique, mais une qualité d'être. Non pas une qualité de faire, mais une qualité d'être. Un savoir-être basé sur un savoir laisser faire. Et le laisser faire va permettre d'être en écoute, d'écouter. Et grâce à cette écoute dans le suivi, l'accompagnement ou l'accompagné de cette pratique, je vais développer quoi? Je vais développer quoi grâce à cette écoute? Tout simplement un ressentir. Et ce ressentir, c'est le propre du laisser-faire. Le savoir-faire, c'est la technique, la pratique. Ça amène une compétence. Le savoir-être, c'est l'écoute. L'écoute se distingue du réfléchir. Écouter, ce n'est pas réfléchir. Réfléchir, c'est cerveau gauche. Écouter, c'est cerveau droit. Et grâce à ce savoir-être, l'écoute, c'est pas pour faire bien, c'est pas pour faire beau, au sens large, parce que je peux écouter avec ce que nous appelons les canaux de communication préférentiels, et qu'on va résumer par le VACOG. Le VACOG, ce sont ces 5 canaux qui correspondent aux 5 sens, qu'on appelle le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, le gustatif. VACOG. Et grâce à ces canaux de communication préférentiels, je vais pouvoir écouter au sens large. J'écoute avec mes oreilles, ou j'écoute avec ma main qui touche, ou j'écoute avec mes yeux, ou j'écoute avec mon nez qui ressent. Je vais même écouter avec ma langue qui goûte. Eh bien, je vais pouvoir ressentir. Et le ressentir, c'est le propre du laisser-faire. Le laisser-faire permet le ressentir à une condition, c'est que je laisse faire. Et laisser faire, c'est lâcher prise. Lâcher prise de toute attente, de tout résultat, et donc de toute projection au futur
quant à un résultat. Et c'est pour ça que je veux être pranique. C'est faux, nous sommes déjà praniques. Nous sommes praniques. Au ralenti, certains disent 10 à 20% de pranique, d'état pranique chez les mangeurs solides à 3 repas par jour. Le but n'est pas d'être pranique, puisque nous sommes praniques, nous sommes déjà des êtres quantiques, vibratoires, mais avec une conscience endormie. Et donc le problème, c'est pas la vibration, le problème, c'est pas le prana, il y en a plein partout. Nous ne sommes que prana, ce n'est que du prana, il y a du prana partout. Ce qui manque, c'est la conscience. Conscience endormie, prana endormi. Donc, les pratiques que je mets dans le livre, c'est pour formaliser un petit peu les choses, mais à condition de lâcher les pratiques. Le but, c'est de lâcher les pratiques. Il y a des gens qui, très facilement, ferment les yeux, ressentent et voient plein de choses. Après, il y a un piège, c'est l'ancrage. C'est qu'il faut s'ancrer, parce qu'on peut être parti dans plein de domaines, plein d'univers, avoir plein d'images, plein de sensations, plein de choses merveilleuses, mais ça ne correspond pas forcément à ce qui se vit au présent, à partir du moment où il y a une personne qui guide dans un accompagnement, dans une pratique, dans une visualisation ou dans une guidance imaginaire, basée sur la créativité. Le cerveau gauche n'est pas créatif. Le cerveau gauche, il est méthodique, mais il n'est pas créatif. La créativité, c'est le cerveau droit. Alors là encore, le but n'est pas d'opposer le cerveau gauche et le cerveau droit. Puisque si être pranique ou si être conscient, c'est reculer, exploser les limites du corps physique et du corps mental, ce n'est pas pour autant faire le jeu du mental, c'est-à-dire d'opposer l'un envers l'autre. Le mental s'oppose à la conscience. Le mental veut rester le chef parce que derrière il y a l'ego. Par contre, la conscience, elle est dans l'accueil, elle est dans l'ouverture. Le mental, il est dans la fermeture, et vous le savez puisque tout le monde le vit très souvent, voire en permanence. L'ouverture nécessite de lâcher déjà le mental, de lâcher les mécanismes de défense, de lâcher les croyances, et derrière tout ça, finalement, de lâcher les peurs. De lâcher les peurs. Et vous savez autant que moi que ce n'est pas forcément facile. D'où notre zone de confort qui nous limite et nous délimite et nous formate jusqu'à nous créer des cuirasses. J'évoquais dernièrement les cuirasses émotionnelles, les cuirasses de Reich, et qui peuvent aller jusqu'à une symptomatisation, donc jusqu'à aller consulter le médecin. Et c'est pas par hasard, je l'ai déjà dit, mais c'est pas par hasard si le médecin généraliste qui est le vôtre va vous dire, si vous lui posez la question, quelle est sa proportion de patients qui consultent pour motif de stress. Il va vous dire entre 60 et 80%. Un patient sur 4 consulte pour motif de stress. Le stress, c'est quand je suis trop dans le contrôle, quand je suis plus maître de moi. Et là encore, il y a à distinguer le contrôle propre au cerveau gauche et la maîtrise du cerveau droit. Mais quand je ne suis plus maître de moi parce que je suis dans le contrôle et que finalement j'ai inversé les rôles, j'ai perdu ma place, la conscience a cédé sa place au mental qui est une pseudo-conscience. Nous avons mis le serviteur à la place du maître. Le but de la nourriture en conscience est de restaurer chacun à sa bonne place, c'est-à-dire le mettre à la place du maître, c'est la maîtrise de la conscience restaurée, et le serviteur, c'est le mental. Le mental, c'est un outil que l'on devrait ranger dans sa caisse à outils après que l'on s'en soit servi. Pour moi, ce qui est tout à fait secondaire, c'est la technique, la pratique. Le savoir-faire est très secondaire, mais pourtant, dans les techniques de massage, dans les techniques de danse, dans les techniques de cuisine, de boulangerie, de pâtisserie, de coiffure, de peinture, de comptabilité, eh bien, les choses sont toujours formalisées. Technique en soins infirmiers. Les choses sont toujours formalisées, protocolisées. Et le problème, c'est quand le protocole perdure et finit par nous enfermer dans quelque chose qui nous fait répéter toujours un même fonctionnement, une même attitude, ce qui va se transformer en habitude, et justement les habitudes endorment la conscience. C'est là où les gens vont dire « j'ai pas l'habitude » ou alors « j'ai l'habitude de, donc je vais rester comme ça » parce que c'est trop dur de changer. Or, il n'est pas question de changer, il est question d'apprendre, de comprendre
et d'évoluer. Alors dans ce fameux apprendre, c'est plus un désapprentissage qu'un apprentissage, parce que apprendre ne veut pas dire se remplir plein la tête de tout ce que l'on pourrait emmagasiner, qui devient à un moment donné encombrant, puisque la formation en tant que telle peut devenir déformante. Ça peut nous déformer que de trop nous former. Je vous invite à un petit peu cette réflexion, cette méditation, qui est que le lâcher-prise de ce trop d'informations, de trop de savoir propre à notre monde occidental est quand même caractéristique de cette surcharge d'informations. Nous sommes presque intoxiqués de ce trop d'informations par tous les médias, à commencer par Internet bien sûr, et aussi la télévision, sauf si comme moi vous n'avez plus de télévision depuis des années, ce que je vous souhaite éventuellement. Pour ce qui est du reste, alors le touché guérisseur, ce commentateur, fait la remarque que je n'ai pas lu d'avis sur ton livre, d'accord, mais par exemple sur celui d'Henri Montfort, les gens sont déçus de ne pas y trouver plus de méthodes sur le processus pranique. C'est quoi le processus pranique finalement? C'est un processus de nourriture en conscience. La conscience est basée sur l'accueil. Oh, coccinelle. Coccinelle. Le processus pranique est basé sur l'accueil. De quoi? Non pas de plus de méthodes, non pas de plus de techniques. Ce n'est pas les techniques qui garantissent le résultat, car le seul résultat est d'attendre un non-résultat et de lâcher l'attente de tout résultat. Et donc, personnellement, j'ai envie de vous dire, par transparence, que oui, quelque part j'ai été aussi déçu du livre d'Henri Montfort, comme j'ai été déçu du premier livre de Eli Tom, Béni Israël, qui est américain, comme j'ai été aussi déçu du compte-rendu de Johan Gury qu'il a mis sur Freedom Generation, sur son processus en 21 jours qu'il a réalisé à Nancy, il y a 2-3 ans. Comme j'ai été déçu du livre de Michael Werner, comme j'ai été déçu, particulièrement étonné, surpris du livre de Oberom, le Brésilien, Chemin de Lumière. Je crois que c'est Chemin de Lumière, c'est un gros pavé qui fait 500 pages où il raconte qu'il a parcouru 13 pays en 9 mois, ou 9 pays en 13 mois, 13 pays en 9 mois, et où il a fait Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai été très surpris de ce qu'il racontait. Mais peu importe, parce que ça fait partie aussi du cheminement que de réaliser des prises de conscience, des insights au fur et à mesure de l'apprentissage offert par la vie, par le quotidien qui se répète jour après jour, et de comprendre que la meilleure méthode, c'est qu'il n'y ait pas de méthode. Alors, si vous venez chez moi en stage, vous allez faire beaucoup de choses, vous allez vivre beaucoup de choses, de connexions intérieures qui vont favoriser la détoxination physique et surtout le déconditionnement pour un petit peu accélérer le processus de bascule en nourriture conscience, parce que plus vous nettoyez, plus vous déconditionnez et plus vous allez libérer de l'espace qu'on appelle la conscience, qui va être désembouteillée de la bouteille du mental. Mais quand bien même accompagnement formalisé, d'une manière ou d'une autre, le but à un moment donné, c'est quand même d'écouter, d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur, ici et maintenant, au présent, et c'est la seule méthode, c'est la seule pratique en définitive dont il est question pour moi. Parce que vous pouvez mettre toutes les techniques, toutes les méthodes que vous voulez, toutes les pratiques que vous voulez. S'il n'y a pas les 3 secrets de la nourriture pranique, et je vous renvoie à cette vidéo que j'ai réalisée l'année dernière, qui fait partie de la playlist YouTube, les 3 secrets de la nourriture pranique que vous avez peut-être vu, je vous invite à la revoir, qui sont silence, immobilité, verticalité. Et bien pour moi, s'il n'y a pas ces 3 secrets,
silence, ces 3 ingrédients, silence, immobilité, verticalité, dans une pratique, la pratique pour moi ne vaut rien. Et inversement, s'il n'y a pas de pratique ou de technique, c'est très bien, parce que c'est l'enseignement, pour moi c'est le message de la nourriture en conscience, c'est de lâcher toute volonté, tout contrôle, mais qu'il y ait au moins formalisé dans le comment faire, parce qu'on commence toujours par un comment faire, qu'il y ait au moins de formaliser comment faire pour être dans le silence, pour être dans l'immobilité, comment faire pour être dans la verticalité. Ce qui est quand même paradoxal, parce que comment faire pour être dans l'immobilité? Il y a juste à être immobile. Oui, mais comment on fait? Et là, on voit bien l'enseignement dans tout ça, finalement. La conclusion que je tirerai de tout ça, finalement, c'est que nous autres occidentaux, nous habitons à l'ouest. Et quand on dit « je suis à l'ouest », ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est un petit peu perdu, on ne sait plus où on en est. Donc il faut faire, il ne faut pas faire, il faut de la pratique, ou il n'en faut pas. Le pranique, il mange pas. Alors c'est quoi? Henri, il n'a pas mangé depuis 15 ans. Et puis Nicolas, il prend un repas par semaine. Moi, je prends des champignons. Je ne peux plus parler de chocolat parce que ça s'est terminé. Et donc le docteur Aki au Japon qui mange 2 à 3 fois par semaine avec la famille, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es pranique ou t'es pas pranique? Donc là encore, il y a de quoi avoir beaucoup de confusion dans tout ça. Et je répète que pour moi, la seule pratique, c'est les 3 secrets de la nourriture pranique. Par contre, quant au livre d'Henri Montfort, eh bien oui, j'ai découvert ce livre, c'était en 2011, 2012, j'étais dans le tout début de mon cheminement. Oui, je suis allé chez Henri Montfort en juillet 2012 pour être pranique. Et j'en suis parti au 10e jour. Alors 11 jours de pause alimentaire parce que j'avais commencé la veille. Pourquoi? Parce que je ne m'y retrouvais plus dans l'approche pédagogique, l'accompagnement spécifique à Henri qui était prana, prana, prana. Oui, mais alors ça veut dire quoi prana? Ça veut dire quoi exactement? Et comment on fait? C'est votre processus. Alors c'est votre stage. Oui, mais en dehors du repas pranique de midi et 19h, qu'est-ce qu'on fait de la journée? C'est votre processus. Donc entre faire et ne rien faire, les uns et les autres ne s'y retrouvent pas forcément. Comme chez moi, s'il y a trop de pratiques, les uns et les autres vont peut-être trouver qu'il y a trop de pratiques. En tout cas, c'est ce juste dosage qui n'est pas toujours facile à amener, à apporter, d'autant plus qu'il y a une énergie de groupe, il y a des attentes spécifiques, il y a des besoins individuels, donc c'est ça qu'il faut aussi coordonner. Mais en définitive, que vous soyez chez vous en processus pranique, accompagné par une personne d'expérience qui soit pranique ou qui ait fait 21 jours prana, c'est une sécurisation que je rappelle, bien sûr, que vous soyez chez vous derrière votre ordinateur par Skype ou au téléphone, ou que vous veniez en stage. La meilleure des pratiques, c'est de ne rien attendre, de lâcher le contrôle, de lâcher le mental, ce qui est tout un apprentissage, et il y a des pratiques pour lâcher le mental, c'est paradoxal mais ça marche comme ça aussi. Et de pratiquer le rappel au présent, la conscience au présent, avec quelques pratiques qui peuvent appuyer, qui peuvent aider. Comme ce monsieur qui était venu avec sa femme en conférence en Alsace, conférence nourriture pranique, et qui me demande « mais comment est-ce qu'on fait pour écouter? Parce que j'arrive pas à ressentir. S'il faut écouter pour ressentir, mais comment on fait? Je ressens pas. » Alors je me rapproche de lui, je lui demande de fermer les yeux, je lui demande de tendre le bras et je demande à sa femme de caresser le bras. Donc elle caresse le bras. Je lui dis « Monsieur, ouvrez les yeux ». Je lui dis « Vous avez senti quelque chose ?» Il me dit « Oui ». « Vous avez senti quoi ?» Ben, j'ai senti que c'était agréable. Eh ben, vous avez senti, donc vous savez sentir, vous savez ressentir. Et vous avez ressenti parce que vous étiez à l'écoute. Et pendant ce temps où vous étiez à l'écoute, vous avez lâché votre mental. Vous n'avez pas réfléchi. Sinon, vous n'auriez peut-être pas aussi bien ressenti. Etc., etc. Donc, nous sommes vraiment à l'ouest, en Occident, et on doit se dépatouiller avec tout ça. On doit faire le tri, parce qu'on est aussi surinformé, surchargé de trop de choses. Et c'est vrai que le livre de Henri, il est narratif jour après jour, avec 2 parties, une partie plutôt chamanique et une partie plutôt nourriture pranique au début. Tout le monde n'est pas écrivain,
Tout le monde n'a pas la même orientation d'écriture quand il rédige un livre. Par exemple, mon livre, qui est aussi le plus détaillé possible de ce que pourrait être la nourriture pranique en fonction des approches sociologiques, médicales, scientifiques, historiques, religieuses, etc. etc. J'ai fait une vidéo tout récemment sur la présentation du livre et du CD, peut-être que vous ne l'avez pas vu, donc si vous voulez regarder éventuellement. Et ce livre, avec 3 pratiques, a quand même fait l'objet d'une critique recevable d'une personne de mon entourage qui s'appelle Samuel. Et Samuel qui m'a dit: tu pouvais pas le faire un peu romancé, ça aurait été encore mieux. Ben, le roman, je ne suis pas romancier, je ne suis pas écrivain. Et donc, quel est l'intérêt de faire un roman? Pourquoi pas? Mais c'est quelque chose de très, très spécifique. Et donc, chacun écrit en accord avec ce qu'il est. Et quelque part, le livre d'Henri, eh bien, il est très bien aussi comme il est, parce qu'il est assez épuré finalement. Et donc peut-être ce qu'il faut y voir, c'est pas tellement ce qui est écrit, mais voir entre les lignes et voir plus le blanc des pages que le noir des phrases, des lignes et des mots. Et en conclusion, finalement, le toucher guérisseur donne le final très à propos, que on voit bien, et c'est normal que l'on est encore conditionné par la nécessité d'avoir des outils, parce que les outils, ça rassure. Et tant qu'on est en train de faire, eh bien on remplit. Parce que c'est ça aussi le message. Le message, c'est que tant qu'on a des choses à faire, tant qu'on est rempli de plein d'informations, plein de techniques, eh bien on est occupé à ne pas faire autre chose qui est de ne rien faire. Et ne rien faire, ça peut déranger beaucoup de gens, parce que ne rien faire, c'est connecter quoi? C'est connecter le vide. Le vide de l'inutilité, du temps qui ne passe pas, de l'ennui, ou du vide de l'espace sans aménagement, donc sensation de non-sécurité que l'on appelle l'abandon, ou le vide relatif à l'absence de personnes proches, et donc avec un lien du cœur affectif, et ce vide-là va s'apparenter à ressentir un vide affectif, parce qu'il y a une carence affective, donc on remplit nos vies comme on remplit nos estomacs. La nourriture, elle est utilisée beaucoup plus pour se remplir que pour se nourrir. Or, vivre pour manger, manger pour vivre, il y a encore mieux, c'est vivre tout court pour être nourri par la vie, mais à condition de faire le ménage, de faire la place, d'où la détoxination, d'où le déconditionnement. Et à partir de là, la conclusion que donne le toucher guérisseur, on est encore conditionné par la nécessité d'avoir des outils, un programme qui à mon avis empêche la conscience de l'instant présent. Un programme qui empêche la conscience de l'instant présent. Eh bien le seul programme qui serait valable dans toute cette littérature, à mon sens, dans toute cette littérature autour de la nourriture pranique, dans toutes ces conférences autour de la nourriture pranique, dans tous ces stages qui sont faits par les quelques accompagnants qui existent en France, il n'y en a pas tant que ça, eh bien, à mon sens, le seul programme serait la conscience du présent, grâce au silence, à l'immobilité et à la verticalité. Je vous invite encore une fois à revoir cette vidéo que j'ai faite l'année dernière et qui vous donne le détail. Je vous invite aussi à méditer sur le titre de mon livre, De la nourriture pranique à la plénitude du vide. Plénitude du vide, ça veut dire être plein de vide. Et la plénitude du vide est relative au sentiment de se sentir vide, vide mais aligné, vide mais équilibré, harmonisé au travers des 4 corps, qui sont en accord, en phase entre eux, mais aussi avec la perception du vide, et qui va amener cette émergence de la conscience au-delà des limites du mental et du corps physique, et cette conscience déployée qui va connecter l'essence des choses, l'essence de la vie, et nous faire expérimenter, vivre la vacuité. La vacuité. Donc, méditez si vous le souhaitez sur la plénitude du vide. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre de la sorte, parce que le plus important, ce n'est pas la nourriture pranique, ce ne sont pas les techniques ou les pratiques qui amènent à la nourriture pranique,
Ce n'est pas plus le prana qui est important pour moi, c'est la conscience. Et pour être dans la conscience, il faut savoir faire un minimum silence avec soi-même, un minimum être immobile, c'est-à-dire aller au ralenti et faire une seule chose à la fois si possible pour déployer la conscience au présent de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. Parce que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose et c'est déjà très remplissant, ne rien faire, sur d'autres perceptions, d'autres niveaux, à d'autres niveaux subtils. Voilà, plénitude du vide. Je vous invite, pour vous nourrir davantage en conscience, de faire un peu le vide dans vos vies. C'est-à-dire de ne pas attendre la brocante de septembre, la brocante de la rentrée, pour vider le grenier. Mais en tout cas, régulièrement, de faire un peu le ménage. Et pas que dans la maison, mais aussi à l'intérieur, parce que ça doit suivre aussi. Si on veut être cohérent avec soi-même, faire le vide dans son grenier, dans sa cave, dans son garage, faire le vide dans sa bibliothèque, faire le vide dans tous ses placards, ses tiroirs, parce que plus je remplis, plus je suis attaché à la peur de manquer de, et donc plus je suis limité parce que limitant. Et puis, faire le vide à l'intérieur, c'est-à-dire faire une pause de 24 heures par semaine. Une pause alimentaire, c'est faire le vide. Momentanément, je n'amène plus rien. Souvenez-vous que dans la vie d'un être humain, nous mangeons l'équivalent d'un 33 tonnes. 33 tonnes de nourriture dans la vie d'un être humain. C'est énorme, avec des intestins qui doivent être suffisamment costauds pour digérer tout ça. Imaginez quand même le rapport violent, la violence que nous apportons à notre organisme à le nourrir solidement, à ce point, quasi en permanence. 3 fois par jour et à tourner, digérer en permanence, même quand nous dormons. Il ne faut pas s'étonner, puisque le ventre, c'est aussi le cerveau des émotions, c'est aussi le cerveau des mémoires liées au maternel, le cordon ombilical, et puis au maternel parce que les femmes ont eu aussi des enfants, donc la grossesse, et puis c'est aussi le ventre de la sexualité, avec X histoires d'attouchement, d'inceste, d'adultère, de choses qui peuvent avoir été vécues par un certain nombre, par un minou, mais il ne faut pas s'étonner que le cancer soit très présent dans nos vies. Le cancer des poumons, le cancer de la thyroïde, le cancer des intestins, le cancer de l'estomac, le cancer du pancréas, le cancer du foie. C'est énorme la place du cancer. Qu'est-ce que veut dire aussi le cancer? Qu'est-ce qu'il exprime le cancer ou la tumeur? Tu meurs. Tu meurs parce que tu ne vis pas tout simplement. Et c'est quoi vivre? Vivre, c'est faire le ménage, faire le vide. Parce que si vous enlevez la lettre D de vide, vous avez le mot vie. Voilà. Eh bien, mettre un petit peu plus de vide dans sa vie, c'est tout simplement vivre un peu plus parce que un peu mieux. C'est tout simplement vivre mieux. C'est aussi le message de la nourriture pranique, nourriture en conscience, nourriture du vide. Bien plus que la nourriture du prana. On attend tout du prana, mais on ne voit pas le vide ou le pas assez vide à l'intérieur. Et on ne voit pas l'alignement. Bien des gens parlent de l'alignement, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, etc., etc. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Si vous avez aimé, merci de partager. Ça sert aussi à ça, l'information. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.